Bonjour. Doit-on suivre ses désirs? Peut-on faire confiance à ses désirs? Est-ce que vos désirs vont vous mener au bien, au bonheur, ou au contraire au malheur? La position des moralistes est très claire, les désirs sont des moteurs et seule la raison peut nous guider au bonheur. Elle suppose le sacrifice des désirs, elle suppose que les désirs soient considérés comme des éléments parasites et nuisibles de la destinée de l'âme, souvent attribués au corps et aux circonstances extérieures, à la culture ambiante, etc. Et les moralistes nous appellent en fait à mener une existence sans désir. La position de Spinoza est inverse. Lui critique fortement la morale en disant que la morale a empêché en quelque sorte l'homme de coïncider avec lui-même ou l'esprit de coïncider avec le corps et que la morale est en fait une manière délirante d'installer la frustration et la tristesse dans la vie personnelle aussi bien que dans la société. Donc Spinoza se présente comme un anti-moraliste qui est finalement pas si fréquent au XVIIe siècle. Il s'oppose en cela fortement à toute une tradition augustinienne, mais il est peut-être, c'est mon idée, en accord intime avec ce que Descartes nous dit dans le traité des passions, quand Descartes nous dit qu'on n'est jamais heureux que par ses passions. Je rappelle que le sage grec est heureux par sa modération et non par ses passions. C'est exactement le point de vue des moralistes augustiniens au XVIIe siècle, et c'est le point de vue que Spinoza et peut-être Descartes, en tout cas dans ma lecture, récusent absolument. Alors, qu'est-ce qui peut nous amener à penser qu'on peut faire confiance à son désir, qu'on peut suivre son désir? D'abord, le premier élément remonte en fait aux origines de la philosophie, puisque Socrate lui-même nous dit que l'amour est divin, et que par Eros, eh bien, on rejoint le divin. Donc il y a dans le banquet de Platon une injonction très forte à suivre son désir. Mais évidemment, encore faut-il choisir l'objet, et là, cette notion de choix d'objet va donner au désir quelque chose de subordonné. D'abord l'objet, ensuite le désir. C'est la philosophie de l'amoureux. Je suis amoureux d'elle parce que c'est elle ou lui. Ce qui est important, c'est que c'est ces qualités intrinsèques qui ont été la cause de mon amour. En fait, Spinoza refuse ce point de vue. C'est exactement le contraire. On voit des qualités à son objet parce qu'on le désire. Et c'est le désir qui est la cause, si j'ose dire, des qualités de son objet. C'est un renversement de perspective absolument complet. Ce renversement a été en fait évoqué par Lucrèce dans une certaine tirade de son livre quand il parle des illusions de l'amoureux. L'amoureux qui croit pouvoir donner des qualités à ce qu'il aime et qui en fait est victime de l'illusion. On retrouve le point de vue antique. Mais en fait, Molière, épicurien notoire, a placé cette tirade dans la bouche de Don Juan pour justifier l'amour de toutes les femmes en leur donnant des qualités différentes à toutes. Et cette tirade est ambiguë puisque finalement elle pourrait bien pointer la même chose que Spinoza, à savoir que le désir donne des qualités à son objet. Cette notion suppose que, en fait, notre désir est plus éclairé que nous-mêmes. Et c'est l'intérêt de cette position, c'est qu'au fond, notre corps en sait plus que nous sur ce qui est bon pour lui et ce que l'esprit peut faire de mieux, d'une certaine manière, c'est de comprendre ses impulsions. Spinoza nie absolument l'existence de la liberté. Ça lui semble une aberration théorique de parler du libre arbitre. Et lorsque j'ai à choisir entre une glace vanille et une glace fraise, eh bien, en fait, ma détermination en est une, même si je ne la connais pas. Il se trouve que dans mon corps, dit Spinoza, qui anticipe sur ce que nous dit la psychologie cognitive, eh bien, il se trouve que dans mon corps, le choix est fait. Et ce n'est pas un choix d'indifférence, ce n'est pas un libre arbitre. Mon corps veut la fraise ou mon corps veut la vanille. Et les qualités que la fraise ou la vanille va
va m'apparaître en fait ultérieurement, ne sont que la suite de ce mouvement de désir qui m'emporte. Et alors, la question est finalement, est-ce qu'une certaine sociabilité du désir est possible? Est-ce que le désir peut s'échanger? Est-ce que le désir peut faire société? Spinoza est radical. Il n'y a pas d'autre but à la société que l'épanouissement du désir de ses membres. Et le but de la société n'est pas d'attrister tout le monde par la frustration ou la peur. C'est très explicite. Spinoza dit que le but de l'État n'est pas de faire peur. Et c'est extrêmement profond, évidemment. Ça renverse beaucoup de théories de l'État et de la frustration. Et ça permet de penser, en fait, un milieu libre, comme est Amsterdam, dans le 20e chapitre du traité théologico-politique, une ville dans laquelle la satisfaction de ses habitants est le but principal de l'État. Et donc, il n'y a rien d'asocial dans le désir. Simplement, le désir, quand il est hostile ou contraire à ses compatriotes, est un désir qui a toutes les chances d'être frustré, donc de provoquer de la tristesse. Et dans ce sens-là, au fond, il faut une éducation du désir, mais cette éducation du désir ne peut pas être faite par la conscience morale, ne peut surtout pas être faite par la conscience morale, elle doit être faite par l'échange des désirs. Et là, on trouve un Spinoza amusant, qui est un Spinoza utopiste, qui est un Spinoza qui irait plutôt dans la direction de Fourier. Merci.